Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Aminata Touré, ancien Premier ministre, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, candidate déclarée à la présidentielle. Elle est l'invitée de Babacar Fall. Plusieurs sujets, le processus électoral, l'attitude de la France qu'elle dénonce, Ousmane Sonko et les nouvelles accusations contre lui, le présumé financement occulte par un pays du Golfe, la coalition Mimi 2024, les questions économiques et sociales, la COP 28 et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Aminata Touré face à Babacar Fall, le Grand Jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le Sénégal, sans son président, son premier ministre et son président de l'Assemblée nationale, Macky Sall, Amadou Ba et Amadou Mame Diop se sont absentés du pays un moment, en même temps, cette semaine. Le Sénégal en pilotage automatique pour reprendre le commentaire d'un journal. Bonjour Aminata Touré. Bonjour Monsieur Fall. C'est un plaisir de me retrouver à nouveau dans cet entretien du dimanche. Ancienne première ministre, grave ou pas ces absences simultanées? Je l'avais signalé que le pays ne semblait plus gouverné. Déjà, le président de la République et son premier ministre étaient dans des tournées économiques à allure de campagne électorale déguisée. Et puis là, tout le monde est absent. Je crois que c'est unique. Ce serait intéressant de voir. Est-ce que cela s'est déjà produit dans l'histoire du Sénégal? Alors que nos compatriotes sont en proie à d'énormes difficultés économiques. Et voilà, plus que jamais, les populations ont besoin d'avoir ceux qui nous dirigent à leur côté. Elles ont besoin de les entendre, besoin d'être rassurées. Et voilà, tout comme les familles de nos jeunes disparus auraient aimé voir ces autorités-là, compatir avec elles. Mais c'est souvent le cas en fin de règne. Il y a une sorte d'abandon, un peu de responsabilité que je déplore. Vous avez commenté le voyage d'Amadou Ba à Paris, mais sous un autre angle. L'actuel chef du gouvernement, candidat désigné de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle, a participé au séminaire intergouvernemental franco-sénégalais. Pour vous, cette visite, elle ne devait pas avoir lieu. Vous avez écrit sur vos réseaux sociaux, je cite, « À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, Amadou Ba, le premier ministre candidat du président sortant Macky Sall, est reçu à Matignon par son homologue français. Je déplore cette confusion de genre diplomatiquement inopportune. Nos partenaires au développement et pays amis, à cette période particulière de l'histoire de notre pays, se doivent de pratiquer une totale équidistance entre tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. » Fin de citation. Ce n'est pas un peu trop recherché, là? Non, pas du tout. Moi, je crois que quelque part, les aptitudes diplomatiques des diplomates français, c'est mousse, quand je vois la manière dont certains dossiers ont été traités en Afrique de l'Ouest, mais ça participe un peu à ça. Parce que l'impression que vous donnez, c'est que vous vous mêlez un peu de la politique intérieure du Sénégal. Qu'est-ce qui a empêché d'attendre 2 mois pour le faire avec une nouvelle équipe? C'est parce que ce séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal, il était depuis très longtemps dans les agendas entre les deux pays. Tout le monde voit bien sûr on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une forme d'appel du pied au nouveau candidat. Alors, je l'ai entendu dire, lui-même, Amadou Ba, que de toute façon, même en campagne électorale, il y a une continuité de l'État. L'élégance républicaine aurait voulu qu'il démissionne de son poste de Premier ministre et qu'il soit un candidat et se mette au même pied d'égalité que tous les candidats que nous sommes pour battre campagne. Donc, il y a une confusion de genre qui est déplorable et
Et voilà, je crois que on a connu la diplomatie française comme étant un peu plus, disons, regardante sur ces questions-là. Mais de toute façon, voilà, c'est une remarque que j'ai faite. Ce n'est pas à Paris que les élections du Sénégal vont se déterminer, c'est clair. Mais vous semblez... je pense qu'il il aurait été de bon aloi, s'il s'agit de continuité de l'État, il fallait inviter le président Macky Sall, qui pour sûr ne participera pas à la prochaine élection. Non, c'est un séminaire traditionnellement dirigé par les chefs des gouvernements des deux pays. Il aurait fallu la tenir bien avant ou alors après. Et c'est la proximité avec l'élection que je déplore. Je considère qu'elle est inopportune. Je n'ai jamais dit qu'elle était illégale ou autre. Je dis qu'elle est inopportune. Et après, il ne faut pas s'étonner aussi de ce qui se passe par la suite. Voilà, c'est tout ce que je dis à ce sujet-là. Et vous pensez que la France, elle a choisi Amadou Ba comme, entre guillemets, son candidat à la présidentielle sénégalaise? Ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Ils peuvent choisir qui ils veulent, mais c'est les Sénégalais qui choisissent. Hein. Ça, c'est très clair. Seulement, si ce séminaire s'était tenu après l'élection, je pense que ça donnerait une meilleure image de ce que notre diplomatie devrait être avec voilà, nos partenaires et les pays avec lesquels nous entretenons de bonnes relations. C'est ce que je dis, et c'est très très clair. Quand vous disiez aussi qu'élire Amadou Ba, c'est donner un troisième mandat à Macky Sall parce que continuité selon vous, cela signifie-t-il aussi que vous, présidente de la République du Sénégal, la rupture avec, par exemple, la nature de relations entre le Sénégal et un pays comme la France? Moi, je vais vous dire une chose. Nous aurons que des amis et nous n'aurons aucun ennemi. Et ça, nous emprunterons la sagesse chinoise, mais notre meilleur ami, ce sera le Sénégal. Et ce sera certainement la CEDEAO et l'Union africaine. Et nous continuerons à entretenir de bonnes relations avec tout le monde, avec la France, avec le Brésil, d'où j'étais, où j'ai rendu une visite il n'y a pas très longtemps, avec l'Inde, avec l'Allemagne, avec tout le monde. On a vu les images, vous à côté du président Lula. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais parce que je le connais depuis très longtemps. Quand il était syndicaliste et que j'étais également étudiante, très active politiquement, etc. Et puis bon, je l'avais perdu de vue depuis très longtemps. Et c'est un président pour qui j'ai une grande sympathie. Il a quand même sorti 30 millions de Brésiliens de la pauvreté. Et je crois que c'est pour ça qu'il a d'ailleurs été réélu malgré ses ennuis judiciaires. Donc pour revenir à votre question sur la diplomatie, nous serons amis de tout le monde, en veillant tout particulièrement sur nos intérêts. C'est clair que la France est un partenaire ancien du Sénégal, et le restera. Nous aurons d'autres amis, nous continuerons à développer nos amitiés en tenant compte de nos intérêts du Sénégal. La seule boussole qui orientera la politique diplomatique, ce sont les intérêts du Sénégal, qui sont évidemment arrimés aux intérêts de la sous-région et aux intérêts de l'Afrique. C'est comme ça que je le vois. Ce n'est pas une déclaration hostile à qui que ce soit, mais encore une fois, on va recentrer nos préoccupations autour des intérêts de notre pays. C'est ce que tout le monde fait. Tous les présidents, ils s'occupent de leur pays et des intérêts d'abord de leur pays. Donc c'est ce qu'il nous faudra faire. La coopération, c'était le sujet principal de ce séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, co-présidé par Elisabeth Borne. Oui, mais moi, je voudrais que pourquoi le gouvernement français ne vient pas ici? Pourquoi c'est toujours nous qui devons y aller? Pourquoi? C'est ça, les symboles, c'est important pour les jeunes. C'est important pour tout le monde, y compris pour vous et moi. Voilà. Pourquoi c'est nous qui devons, ça ressemble à aller à Canossa, quelque part, selon, la vieille expression. Mais, je pense qu'il faut quand même lutter contre, avoir de nouveaux symboles, donner une nouvelle dynamique à toutes ces coopérations, et les inscrire dans une perspective un peu plus, égalitaire. Pourquoi on ne fait pas un intergouvernemental avec les Belges, avec les Suisses, avec les Chinois, avec les Indiens ou avec les Brésiliens?
Bon, voilà, il y a certains symboles qu'il nous va falloir dépasser et que ça se prenne bien partout, hein. Voilà. D'ailleurs, j'ai compris que ce voyage coûtait très cher. Le prix des hôtels, etc., alors qu'on est dans une conjoncture économique des plus difficiles. Voilà, tout sous économisable devrait l'être et reversé à soutenir les ménages. Les chiffres de l'économie et des finances du Sénégal, justement, un budget de 7 000 milliards de francs CFA pour 2024, vous allez me dire peut-être que ce que vous en pensez. La dette publique qui va passer à plus de 13 000 milliards de francs CFA, c'est même la direction de la prévision et des études économiques qui donne l'information. Presque 70% du PIB, le seuil fixé par l'UEMOA. Est-ce que cela vous inquiète? Vous savez, la dette, c'est quand même un mal nécessaire. Mais avant de répondre directement à votre question, vous avez parlé d'un budget de 7 000 milliards, qui est d'ailleurs contesté par certains experts. Et le ministre des Finances a été appelé à un débat public parce que on nous dit que c'est un budget record. D'ailleurs, moi, mon professeur d'économie de première année m'avait appris que le meilleur économiste du monde, c'est le consommateur. C'est lui qui peut vous dire est-ce que l'économie marche ou pas. Et vous voyez bien combien il est difficile de vivre actuellement au Sénégal, avec une inflation galopante, avec un arrêt des investissements étrangers, on les voit pas, hein, parce que tout le monde attend le résultat de l'élection présidentielle, et on nous dit il y a un budget record. Donc d'où vient l'argent? D'où vient-il? Ce qu'on a dit, une critique émise par un expert en finances publiques, hein, que je connais bien d'ailleurs, lui a dit mais c'est la méthode de calcul qui est ancienne, qui n'est pas bonne. Si on revient à la méthode telle préconisée par la loi de 2020, l'estimation du budget serait autour de 5 000 milliards. Et en réalité, on doit s'endetter pour nous développer. Ça, c'est le chemin que tous les pays ont pris. Mais il faut bien s'endetter. Il faut s'endetter pour développer notre industrie. Et ça, c'est pas spécifique à maintenant. Depuis 1960, c'est vrai qu'on avait un retard au niveau des infrastructures. Il fallait rapidement nous mettre à niveau, mais il fallait le faire de manière équilibrée tout en développant un tissu industriel qui est aujourd'hui inexistant. On s'est même désindustrialisé. Vous vous rappelez des usines Bata, des usines Sotiba, etc., qui ont toutes disparu. Et tant que vous n'industrialisez pas votre pays, il est impossible de créer massivement des emplois et de générer de la richesse au rythme de votre croissance économique. Le président Macky Sall dit le contraire. Cette semaine, il a même inauguré la deuxième phase de la zone industrielle de Diamniadio. Oui, mais industriel, une zone. On devrait être à des milliers d'usines. C'est pas spécifique à lui, hein. Il a juste continué une tradition qui existe depuis 1960. Et c'est là où je critique nos partenaires au développement. Aucun n'a mis sur la table. Je dois dire que l'ONUDI, qui est l'organe des Nations Unies pour le développement industriel, a quand même proposé différents plans de développement, mais ça n'a jamais été une priorité. Bon, les partenaires au développement, ils vous suivent dans ce que vous voulez faire. Mais il est évident aujourd'hui que la priorité suprême de nos pays, et le Sénégal n'y échappe pas, c'est qu'il va falloir aller vers l'industrialisation. On importe tout. Dans votre programme, celui que vous proposez aux Sénégalais pour qu'ils votent pour vous à la présidentielle, quelles sont les recettes dédiées justement à cette politique d'industrialisation plus qu'urgente? Vous n'êtes pas la seule, la première à le dire d'ailleurs. Oui, mais enfin bon, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on passe de la parole à... Mais on constate d'abord les faits, c'est qu'on est à un niveau d'industrialisation zéro. Ça, c'est de là qu'on part. Non, ça tourne autour de 13% quand même, mais bon, oui, mais pas ça, fameux selon beaucoup d'experts. Voilà, on peut en discuter. Les usines, vous les cherchez avec une torche, vous les trouvez pas. Mais je suggère qu'on déjà s'arrime à ce que j'appelle nos avantages économiques comparatifs. Vous allez vers Kédougou, on a l'exploitation des mines. Il va falloir donc créer un tissu industriel minier dans cette zone. Vous allez vers le Saloum et dans la région de la Casamance, c'est surtout l'agriculture. Il va falloir définir des chaînes de valeur. Pour être plus précise, vous prenez l'arachide.
L'arachide, vous avez 100 produits dérivés, selon l'ITA. Aujourd'hui, il y a 0 produit dérivé de l'arachide. Vous ne connaissez pas d'usine de production d'aliments de bétail basés sur les dérivés de l'arachide, pourtant on pourrait le faire. La création d'industries cosmétiques sur les dérivés de l'arachide et même la création d'électricité. C'est ce que la Sonacos fait d'ailleurs. Elle utilise la tourbe d'arachide pour créer une partie de son électricité, pas totalement. Vous allez dans le centre du pays, la zone sylvopastorale, où on produit des produits laitiers. Qu'est-ce qu'on en fait? On vend le lait et quand on ne peut plus le stocker, on le verse. Produire du beurre, du fromage, ce n'est pas la mer à boire. L'industrie du cuir, on est assez doué pour ça. La Dior, Maba Diakhou, ils portaient des bottes fabriquées ici, elles n'étaient pas importées. Donc il y a une vieille tradition de savoir-faire, mais il se passe rien. Voilà. Si vous allez dans ces zones-là, en Ngaïméré, vous commandez 5000 paires de babouches, il faudra 6 mois pour qu'on vous livre. Parce qu'il n'y a pas un début de processus industriel. Parce qu'on n'a pas de filière. Quand vous avez une filière, ce que vous faites, c'est que vous ramassez le cuir qui existe, notamment pendant la période de Tabaski, vous créez des tanneries, et ça c'est de la formation, c'est de l'encadrement, et ce cuir-là, écoutez, vos industries de la chaussure, du sac, etc., la maroquinerie, l'utilisent. Ce qui se passe, c'est que les gens viennent acheter notre cuir, l'amènent en Italie ou ailleurs, le tannent et reviennent nous le vendre. Ça, c'est pas la mer à boire. Il faut le décider. Vous encouragez la thèse selon laquelle ces jeunes Sénégalais, ces milliers de jeunes Sénégalais qui ont pris les pirogues pour risquer leur vie et pour tenter de rallier l'Europe, ils ont raison de le faire. Ils n'ont pas raison de le faire. Ils n'auront jamais raison de le faire. Il faut qu'ils restent ici. C'est parce qu'ils sont désespérés aussi. Hein? Mais c'est une multiplication et une conjugaison de facteurs. Je crois aussi les régressions démocratiques du moment, les arrestations, l'absence de perspective qui créent un peu ce désespoir. Mais je pense qu'il faut les arrêter, pas seulement en empêchant les pirogues de passer, mais surtout en proposant des programmes qui les placent au centre, de l'activité gouvernementale. Et pour ça, il faudra d'excellents ministres de l'industrie, d'excellents ministres de la jeunesse. Nos ministres de la jeunesse, généralement, il faut voir le protocole d'ailleurs diplomatique, ils sont en bas de l'échelle, mais souvent leurs compétences sont mises en question. Donc tout cela fait qu'il y a ce vent de désespoir, mais moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que bien au contraire, nous avons une perspective de production de pétrole et de gaz. Il y aura des ressources additionnelles. Il faudra qu'elles soient bien gérées. On parlera de la bonne gouvernance, qui est aussi au cœur de mon programme. Il faudra qu'on ait justement comme priorité centrale un programme d'urgence, formation, emploi, industrialisation. Je crois qu'il faut les mettre ensemble et très rapidement multiplier les centres de formation dans ces différentes zones économiques, et mettre nos jeunes dans des perspectives d'avenir. Vous avez été chef du gouvernement. Vous étiez là quand le président Macky Sall mettait en place ces instruments dont on disait qu'ils pouvaient permettre aux jeunes d'avoir du travail, DER, ANPEJ, entre autres. Mais alors pourquoi ça ne semble pas marcher? J'étais chef du gouvernement il y a 10 ans quand même. Hein. Il y a quand même un peu ça date d'un peu de temps. Mais je pense parce que c'était pas arrimé à une perspective économique. C'est une vision au fond. Quand vous mettez en place l'ADER, c'est un mécanisme financier. Mais vous allouez des prêts à qui? Comment? Pour atteindre quoi? Il faut qu'il y ait un plan de développement. Mais si moi je viens avec mon projet de poulailler, l'autre vient avec son projet de salon de coiffure, il n'y a pas de stratégie, vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais à l'arrivée, vous ne verrez pas de résultat. Il faut définir justement ce plan d'industrialisation et lui arrimer des mécanismes d'accompagnement financier. Je suggère 3 mécanismes. La Banque des femmes,
Les femmes sont dans des secteurs de transformation agricole. Il faudra les amener vers des processus d'industrialisation progressivement et mettre en place une banque avec tout ce que cela suppose comme rigueur, comme sérieux, et que ce ne soit pas des mécanismes politiques, comme c'est souvent le cas de nos différents fonds. Ensuite, vous aurez, je suggère, une banque des artisans. Les artisans, c'est 80% de notre économie. C'est eux qui sont dans l'économie informelle, les tailleurs, les mécaniciens, les menuisiers, etc., les salons de coiffure dont je viens de parler. Et il faudra, de ce point de vue-là, qu'ils soient accompagnés par une banque qui, évidemment, leur donne la formation qu'il faut, surveille aussi les mécanismes de gestion et les amène à un niveau d'industrialisation supérieur. Et l'autre mécanisme, c'est la Banque des Sénégalais de l'extérieur, parce que je considère qu'ils sont très entreprenants. On a vanté sous tous les aspects leur contribution à l'économie, etc. Mais il va falloir également qu'on prenne en charge leurs besoins d'investir dans ce pays-là, de revenir avec des partenaires. Et ces trois mécanismes, ce n'est pas de l'argent que je vais chercher à l'extérieur. C'est la réorganisation du budget. Vous avez le fonds de la microfinance et d'autres fonds. Vous avez parlé de l'ADER. Vous avez le fonds de promotion des petites et moyennes entreprises. Vous avez le fonds d'assistance aux Sénégalais de l'extérieur. Il faut les professionnaliser, les bancariser et à ce moment-là, organiser de l'autre côté des groupements de production de jeunes, de femmes, organiser les artisans. Et l'État viendrait comme d'ailleurs premier client. Ça, on l'oublie parce que l'État achète beaucoup de choses. C'est le premier client de notre économie. L'État fabrique des pistes, l'État importe du mobilier, etc. Et il faudra peut-être de ce point de vue-là qu'on soit les premiers à l'État soit le premier client, disons, de ces entreprises-là, qu'on aidera à mettre en place au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau aussi des pères de famille. Donc voilà un peu le plan. Il y avait de bonnes intentions, mais je crois qu'il va falloir apprendre de tout cela. Et encore une fois, c'est parce que la base elle-même, qui est l'industrialisation, jusqu'à présent, n'est pas suffisamment prise au sérieux. Et tant que on ne s'engagera pas résolument vers un processus d'industrialisation de nos pays, il sera difficile de sortir de ce système qui a l'air d'un serpent qui se mord la queue. Alors que va faire le prochain président de la République du Sénégal? Vous êtes l'une des candidats déclarés à ce scrutin prévu le 25 février. Comment évaluez-vous le processus électoral à la veille du début du dépôt des dossiers de candidature, justement? Ce qui va marquer ce début-là, c'est quand même un des candidats qui fait face à la justice et la direction générale des élections qui a refusé d'appliquer une décision de justice. C'est quand même assez singulier dans l'histoire politique de notre pays. Un juge qui prend une décision, qui l'adresse à la direction générale des élections, qui refuse de l'exécuter. C'est notamment lorsque le délégué de Ousmane Sonko s'est présenté avec sa décision de justice. Ça a été renvoyé à la Cour suprême, qui, elle, l'a renvoyé à la Cour d'appel, un processus assez particulier. Généralement, ça va de la Cour d'appel vers la Cour suprême, ce qu'a rappelé d'ailleurs une décision de la Cour de la CEDEAO. Et j'espère que, puisque avez-vous vraiment espoir, parce que les obstacles sont quand même nombreux. Oui, mais ils sont tous, ils sont levables à mon avis, puisque et c'est là où j'interpelle. Mardi, un tribunal de Dakar doit juger sa réintégration ou pas dans le fichier électoral, dont il a été exclu après sa condamnation dans l'affaire Sweet-Beauty. Condamnation que je considérais et que je continue à considérer comme étant purement politique. Et la recommandation que moi j'avais faite et que je continue à faire au président Macky Sall, sortant, il lui reste encore une petite lucarne pour remettre les choses à l'endroit. Dans son élan de pardon, puisqu'il a pardonné à 2 candidats, qu'il élargisse à tout le monde, qu'il libère les 2500 jeunes détenus, dont mon responsable départemental de Tambacounda, M. Souleymane Dembélé, et d'autres,
Il a été arrêté en même temps que le responsable de PASTEF et de FRAPP d'ailleurs. Et ça fait 6 mois qu'ils sont en prison. Donc tout cela, qu'il les libère, qu'il autorise une participation inclusive, avec y compris Ousmane Sonko, et on se rappellera de lui après, voilà, comme un président qui a fait ce qu'il a eu à faire et qui est parti. Voilà comment je vois les choses. Nous sommes préoccupés, donc, quand on voit un peu cette administration qui, quelque part, a une attitude que je considère comme politique. C'est pour ça que nous avons mis en place le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Et nous allons rester extrêmement vigilants et nous battre sur ces questions-là, notamment dans le contrôle du parrainage et contre l'élimination des candidats pour des raisons purement politiques. Ouais, la présence dans le fichier électoral, c'est le premier préalable pour celles et ceux qui veulent se porter candidats à cette élection présidentielle. Ousmane Sonko, Aminata Touré, on va y revenir tout à l'heure, mais puisqu'on parle de dépôt de candidature, est-ce que toutes les pièces nécessaires à toute candidature, vous, candidate désignée de mi-mai 2024, vous les avez toutes rassemblées, ces pièces? Parrainage, caution? Oui, nous avons déposé notre caution, sans tambour ni trompette d'ailleurs. Nous avons même reçu notre quittance, donc nous l'avons fait. Nous avons rassemblé nos parrainages, nous l'avons fait le plus sérieusement possible. Et nous sommes prêts à y aller. Mais il ne s'agit pas seulement de se battre pour sa seule candidature. Moi, je suis une démocrate, je considère qu'il faut, et je suis tout à fait... je compte sur mes propres forces, c'est d'ailleurs ma nature. Voilà, du point de vue de mon parrainage, je suis allé le chercher, etc. Mais je considère que dans une démocratie, il faut laisser tout le monde compétir. Président Macky Sall, si en 2011, il n'était pas revenu du commissariat central où il avait été convoqué pour des faits de blanchiment, s'il avait été présenté devant le juge et mis sous mandat de dépôt, il n'aurait jamais été président de la République. Donc il faut qu'il respecte et même renforce ce même système démocratique qui lui a permis d'être président de la République. C'est un devoir chez lui. L'argent dans l'arène politique sénégalaise, avec Ousmane Sonko qui fait l'actu dans une autre affaire, celle-là présumée encore, puisque on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. C'est un député de Benno qui fut le premier à porter cette accusation, cette grosse accusation. Et depuis, l'affaire, elle enfle. Il s'agit de cette supposée enveloppe de 12 milliards de francs CFA qu'il aurait reçue du Qatar. Y croyez-vous? Vous êtes ancienne ministre de la Justice, porte-étendard de la traque des biens dits mal acquis. Pensez-vous que la justice, elle doit mener des enquêtes après ces nouvelles accusations contre Ousmane Sonko? Vous savez, d'abord, il faut dire que c'est pas une première fois qu'on accuse un opposant de ce type de délit. Vous rappelez de l'affaire des Libyens avec, à l'époque, Maître Abdoulaye Wade, qu'il aurait reçu de l'argent des Libyens, etc. Je viens de parler de Macky Sall, opposant, accusé de blanchiment. Donc c'est récurrent dans notre rhétorique politique, souvent. Maintenant, je crois que j'ai entendu un des spécialistes juridiques de PASTEF demander aux députés de montrer ses preuves. Parce qu'il faut aussi que, les accusations soient toujours sous-tendues de preuves et qu'ils les mettent sur la table. La justice doit-elle enquêter ou pas après ces révélations, ces accusations? Mais il faut commencer par... N'importe qui ne peut pas accuser comme ça et puis on soulève la justice. Les magistrats ont beaucoup à faire. Vous faites une accusation, vous mettez les preuves sur la table quand même, sinon c'est assez facile d'accuser à tout vent et puis partir. On sait que la justice, elle peut s'autosaisir aussi. Elle peut s'autosaisir, c'est clair. Mais elle ne s'est souvent pas autosaisie quand elle devait s'autosaisir. Il ne faut pas qu'elle s'autosaisisse sélectivement. Je n'ai pas de problème à ce que le principe soit respecté. Mais commençons par celui qui accuse, qu'il mette les preuves sur la table, non? Pour édifier quand même les Sénégalais. Parce que quand même, une enquête, c'est de l'argent du contribuable, etc. Ou s'il n'a pas de preuves, il dit, c'était juste de la rhétorique politique. Mais ça, on ne peut pas comme ça accuser les citoyens, sans preuve. Ça, c'est pas possible. Comme il dit qu'il a les preuves, toute l'opinion attend qu'il les présente.
Et à ce moment-là, voilà, ce sera l'occasion d'ailleurs pour le procureur de s'autosaisir encore plus rapidement, à mon avis. Mais c'est une tradition à peu près, voilà, au Sénégal. Ousmane Sonko, à qui vous avez tenté de rendre visite en prison il y a quelques jours, vous n'avez pas pu. Problème d'authenticité de votre permis de visite selon l'administration pénitentiaire. Non, ils n'ont pas dit ça. Hein. Ils n'ont pas dit que le permis n'était pas authentique. Le tampon qui n'était pas clair, c'est l'authenticité qui est mise en jeu. Non, ils n'ont pas dit authentique. Non, parce que ça veut dire autre chose. Si vous dites que c'est pas authentique, ça veut dire qu'il y a peut-être que c'est peut-être si un le faux cachet permis. il disent pose que le problème, cachet n'est pas... Oui, mais non, dans mais... le fond, c'est l'authenticité qui est remise en cause. Non, pas remis en cause parce que moi, je ne suis pas responsable, aucun citoyen n'est responsable de la qualité des tampons de l'administration, n'est-ce pas? Et c'était rapidement vérifiable, hein, pour savoir si c'est... Vous pensez bien, moi, ancien garde des Sceaux, qui était la patronne justement des services de l'administration pénitentiaire, je n'aurais pas un permis de visite conforme. Évidemment que non. Je le redemanderai d'ailleurs. Et je demande d'ailleurs par voie des ondes, voilà, sur votre plateau, que le juge me donne tout simplement un permis de visite, comme tout le monde. Je suis une citoyenne. Et voilà. Et je ne vois pas ce qui empêcherait aussi un détenu de recevoir de la visite. Cet épisode a provoqué d'ailleurs une passe d'armes entre vous et le journaliste Marwan Berni Ahmed, patron de Jeune Afrique, qui souligne que vous vous êtes offusqué d'avoir été empêché de visite à Ousmane Sonko, alors que vous avez envoyé Karim Wade en prison sans, dit-il, des éléments valables, sinon avec des enquêtes minables à CRI, ajoute-t-il. Vous étiez la ministre de la Justice à l'époque, c'est pour ça qu'il le dit d'ailleurs. Il n'aurait pas utilisé le mot minable, que je n'aurais même pas répondu parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Mais lorsqu'on insulte nos magistrats, je ne peux pas le laisser passer. Parce que moi, je considère que c'est inacceptable. Pas parce qu'on a un journal et qu'on peut traiter voilà, les institutions judiciaires des pays africains par-dessus la jambe en utilisant le mot minable. Inacceptable. Même s'il a un journal, voilà. Sinon, il aurait été un peu plus correct que j'aurais laissé passer. Mais moi, je considère que la manière dont les gens parlent de l'Afrique et des pays africains, on ne doit pas l'autoriser. C'est pas la première fois, hein, quand le président tunisien s'est mis à voilà, énoncer des propos racistes, je l'ai dénoncé. Une fois sur le même plateau que l'ancien président français qui accusait les femmes africaines de faire beaucoup d'enfants et d'être responsables du réchauffement climatique. J'ai jamais entendu ça. J'ai réagi. Et ça, c'est moi, c'est inacceptable. Traiter des institutions de minables. Voilà. Karim Wade, pensez-vous que le candidat choisi par le PDS, il va rentrer au Sénégal avant l'élection? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je n'en sais rien du tout. Parce qu'il y a eu une amende de 138 milliards de francs CFA qui lui a été infligée par la justice après son procès pour enrichissement illicite. Que faut-il en faire, selon vous, alors? J'imagine que s'il vient, il saura. Est-ce qu'il est pardonné ou pas? Ça, je n'en sais rien. Et, au fond, ça ne m'intéresse pas outre mesure. Moi, je m'intéresse à ma candidature. Je m'intéresse à mon programme. Je parle aux Sénégalais. Je fais mes visites dans les coins les plus reculés du Sénégal. Voilà ce qui m'intéresse au fond. Ce que fera Karim Wade ou pas, ça, c'est son affaire. Les deniers publics vous intéressent aussi. Et vous étiez au début de cette procédure qui a mené à la condamnation de Karim Wade. Alors, c'est 138 milliards de francs CFA demandent les effacer. Le dialogue politique initié par Macky Sall a permis à Karim Wade de retrouver ses droits Comme tous ceux qui ont une amende, ça doit être payé. Si vous voulez mon avis personnel, ça doit être payé, comme toutes les amendes. Et j'entends également des experts dire que ça fait pas partie de l'amnistie. C'est pas moi qui en décide. À mon avis, voilà, si vous avez des amendes, vous et moi, nous les payons. Donc, nous devons tous payer nos amendes. C'est ce que moi, je crois. Voilà. Le PDS et ses militants vous en veulent toujours d'avoir... Ils font semblant de m'en vouloir. Ils font semblant. Tout ça, c'est de la politique. Ils savent très bien que, voilà, je suivais également, j'étais en parfaite symbiose avec le président Macky Sall sur cette affaire. J'étais son ministre.
s'il n'était pas content de ce que je faisais, il avait la latitude de me licencier à tout moment, ce qu'il n'a pas fait. Bien au contraire, il m'a souvent félicité en Conseil des ministres. Voilà. Et je me suis jamais mêlé des procédures judiciaires. Je crois que l'ancien procureur de la CREI l'a dit très très clairement. Et voilà. Tout le reste n'est que politique. Politicienne. Nous interpellons aussi dans cette émission l'ancienne ministre de la Justice que vous avez été, mais pour parler de la cohésion sociale. Oui. Vous avez sans doute suivi le procès du prêcheur Omar Sall qui chahutait la confrérie Tidjane, dont des disciples avaient porté plainte contre lui. Condamnation à 6 mois avec sursis, procès vendredi dernier. Les attaques contre les confréries musulmanes sénégalaises. Mais je crois que lui-même, si j'ai suivi l'information, a regretté ses propos. C'est ça? Et donc je pense que puisqu'il a regretté ses propos, on devrait passer à autre chose. Moi, je considère que nos confréries, c'est également notre héritage religieux. Nous pratiquons une religion de tolérance, d'ouverture. Notre premier président de la République était un chrétien. Il a été élu avec le soutien de leaders religieux musulmans. Et c'est ça le Sénégal. C'est ça la beauté du Sénégal. Nous vivons ensemble. Nous nous marions sans tenir compte voilà, de critères qui sont importants dans d'autres pays. Voilà, on a des brassages ethniques, religieux, etc. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on le préserve. Je crois que c'est la grande force du Sénégal. Et il faut y veiller, constamment. Rien n'est jamais acquis. Mais ce prêcheur a regretté ses propos et je pense que voilà, il faut pardonner et passer à autre chose. La COP28 à Dubaï, vous êtes ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. La bataille de beaucoup de pays développés contre les énergies fossiles, alors que des pays comme le Sénégal comptent s'enrichir sur leur pétrole. Comptent se développer, je dirais, sur leur pétrole et le gaz. N'oublions pas qu'on a surtout du gaz et pas beaucoup de pétrole. Tout à fait. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Mais moi, je l'ai dit, si je suis président de la République, on va utiliser nos ressources pour nous développer. Hein. Que ça plaise ou que ça plaise pas. On va le faire, on n'a pas le choix. Et si d'aventure je ne le faisais pas, mais je ne serais pas réélu. La seule, c'est pour ça quand on a parlé des relations diplomatiques au début de notre entretien, j'ai dit ma préoccupation centrale, ce sera les intérêts du Sénégal. Et les intérêts du Sénégal, c'est les intérêts des Sénégalais qui veulent accéder à l'électrification universelle, qui veulent avoir une industrialisation avec une énergie qui n'est pas chère. On veut un budget plus important pour pouvoir régler toutes ces questions que nous avons évoquées, les questions de santé, développer notre système sanitaire. C'est important qu'on ait un hôpital de référence dans chaque région, qu'on ne soit pas obligé de quitter Tambacounda ou Kédougou pour venir se soigner à Dakar, qu'on ait des centres de santé qui soient mis à niveau. Voilà, qu'on ait des écoles où il y a 0 abri provisoire, que l'on ait voilà, des habitats dignes du 21e siècle. Et pour ça, il faut des ressources. Et si Dieu nous a fait don de ces ressources, bon, le climat, c'est très important, mais on va l'utiliser. Ça va être comme ça, parce que et ça, il faudra beaucoup d'engagement, de fermeté. Et ça, les pays occidentaux doivent le comprendre. Il va falloir, par exemple, qu'on réfléchisse sur aujourd'hui, si on veut passer à l'énergie solaire, par exemple, mais elle coûte excessivement cher. Pourquoi elle coûte excessivement cher? Parce que la technologie, elle ne nous appartient pas. Alors, vous nous dites qu'il faut de l'énergie propre, mais même quand vous voulez de l'énergie propre, le transfert de technologie ne suit pas et cette énergie-là devient voilà, excessivement chère. Donc, il va falloir quand même qu'il y ait des discussions et qu'on comprenne qu'il y a un besoin également des pays africains de vivre comme tout le reste du monde. Nous ne sommes pas des êtres humains inférieurs, bien au contraire. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous avons fait face à tellement d'agressions et aujourd'hui, voilà, il faut accélérer justement la mise à niveau de nos niveaux de vie, de celle de de celui de nos populations, et les amener au même niveau que voilà le reste du monde. C'est cela la question.
Les factures d'électricité pour les ménages sénégalais et la décision de supprimer sur la tarification WFL, de supprimer la 3e tranche. Fort ou pas de la part du gouvernement? Ah oui, parce que le but, c'est de diminuer la subvention à l'électricité sur injonction. Bon, le gouvernement aussi s'était engagé. Donc, vous diminuez la subvention, forcément, la facture classique et WFL augmente. C'est ça, en fait, le fond de la question. Et vous l'avez bien vu. Je crois que certains députés de l'opposition l'ont posé. Maintenant, comment est-ce qu'il faut aller vers une énergie qui nous coûte moins cher? Justement, ça ramène à la question que vous aviez évoquée. Transformer le gaz en énergie, c'est ce qu'il faut faire. Alors, si on nous dit non, il faut que on respecte le climat, etc., ça va être pas possible. En tout cas, moi, comme président de la République, on utilisera nos produits, le gaz et le pétrole, pour que l'électricité soit abordable pour tous les Sénégalais, pour qu'on puisse avoir une industrie. Parce que vous ne pouvez pas parler d'industrie sans énergie, ça n'existe pas. Mais si l'énergie devient trop chère, vous n'êtes pas compétitif du point de vue des produits que vous voulez fabriquer. Donc voilà comment les choses se passent. Il va falloir également aller vers un programme d'urgence de l'énergie solaire. Parce qu'il y avait à l'époque, en tout cas je me rappelle en 2012-2013, l'engagement d'avoir une énergie solaire qui représenterait 1/3 de l'ensemble de la production énergétique. Bon, il va falloir y aller en accélérant les choses, en accélérant la cadence. Et je crois que l'énergie solaire, au moins, pourrait alléger le fardeau énergétique des ménages. Avec le fameux concept de tôle courant. Hein, ce sont les champs de panneaux solaires. Y aller avec beaucoup d'engagement, avoir une école d'ingénieurs en énergie solaire, avoir des techniciens à tous les niveaux pour la maintenance. Et ça, c'est possible. Ce que je vous dis là, c'est pas des rêves, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, le premier pays producteur d'énergie solaire, figurez-vous que c'est l'Allemagne. L'Allemagne, alors que nous avons le soleil du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà, à mon avis, comment il faudra y aller. Mais il va falloir réduire le train de vie de l'État considérablement et allouer justement ces économies aux tranches de la population les plus vulnérables. Et notamment, tout ce qui est tranche sociale, du point de vue des factures d'électricité, d'eau, d'appui alimentaire. D'ailleurs, pour moi, il va falloir qu'on réfléchisse sur le déjeuner à l'école, qui devrait revenir. À l'époque, nous étions pas aussi nombreux, c'est vrai, on donnait du lait à l'école, etc. Mais je crois que il va falloir qu'on investisse massivement dans la nutrition de nos enfants, parce que je considère que, mais ça c'est peut-être la mère de famille qui parle, la première responsabilité que nous avons, c'est de nourrir nos enfants. Voilà, il est inconcevable qu'un enfant arrive à l'école en ayant le ventre vide. Et donc ça, il va falloir, j'ai vu, c'est ce que le Brésil fait récemment, le petit déjeuner obligatoire à l'école, travaillant... Ça, on en parle très peu. Oui. Ça arrive tous les jours dans les écoles sénégalaises, des enfants qui arrivent à l'école, qui n'ont pas mangé à la maison. Bien sûr. C'est juste considéré comme mineur, alors que il est extrêmement important. Et cela, on va le faire en organisant ces cantines au niveau des quartiers, avec les groupements de femmes. Voilà, les enfants devraient avoir, au moins, chaque enfant devrait avoir sa tasse de fondé, au moins quand il arrive. Il devrait y avoir quelque chose dans le ventre. Et ça, c'est organisable et c'est faisable. Ça, c'est des mesures concrètes qu'il faudra faire en direction de nos enfants. Qu'ils puissent au moins manger un repas à la maison, à l'école, et ce devrait être le petit déjeuner. Tout à l'heure, vous avez parlé de recherche de technologie. Les universités publiques restent fermées. Ah oui. Cette semaine encore, le ministre de l'Enseignement supérieur, Moussa Baldé, a confirmé que l'enseignement à distance sera privilégié. Pour des raisons de sécurité, quelle est votre position sur cette décision du gouvernement? Je le condamne, et c'est déplorable que ce soit un professeur d'université qui le dise lui-même. Moussa Baldé, un prof d'université, il devrait être le premier à défendre l'université. La réouverture de l'université. Il a eu à former des milliers de jeunes.
à l'université. Donc c'est quand même paradoxal qu'aujourd'hui ce soit lui qui... La question de la sécurité, elle est quand même importante, Aminata Touré. Mais est-ce qu'on est en train de nous dire que tous les étudiants sont des voyous? C'est ce qu'on est en train de nous dire? Le problème n'a pas été posé en ces termes. Mais quel est le problème de sécurité dont on parle? Ça, il l'a pas explicité. Quel est le problème de sécurité? Les étudiants veulent aller à l'université, vous dites que ça pose un problème de sécurité. Bah, si on comprend bien, ça veut dire que les étudiants sont le problème de sécurité. On s'est quand même déchiffré. Ce qui se passe, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut éviter d'abord, c'est que les étudiants qui sont très nombreux, l'université de Dakar compte 100 000 étudiants, hein, je signale. Beaucoup votent à Dakar. Mais si l'université est fermée, s'ils sont inscrits à Dakar, ils ne voteront pas. Et vous savez ce que ça signifie pour Dakar. Il y a des calculs politiciens derrière tout ça et je le déplore. Un pays comme le Sénégal doit compter sur sa jeunesse la plus instruite. Et c'est cette jeunesse qui est dans les universités. Ils ont le droit à l'éducation. Le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, on n'a pas fermé les universités. On ne les a pas fermées. Les universités fonctionnaient. Je pense qu'il faut faire... Enfin, c'est une accusation même grave que de dire on ferme les universités parce qu'il y a de l'insécurité. Ça veut dire que c'est les étudiants qui causent l'insécurité. Mais ce sont des citoyens responsables qui demandent à accéder à leur lieu d'éducation et voilà la réponse. Mais la réponse, la stratégie, comme j'ai dit, c'est justement de réduire leur capacité de participer à l'élection, notamment à Dakar. Et ça, je le déplore. Je le déplore parce que ce n'était pas le cas en 2011 et en 2012. Et quelque part, c'est une forme d'échec pour le gouvernement sortant. Aminata Touré, merci d'être passé à nouveau devant le grand jury de RFM. Vous êtes candidat déclaré à cette élection présidentielle qui va arriver bientôt. Vous avez quitté la majorité présidentielle il y a quelques mois. Vous regrettez aujourd'hui ou pas, puisque il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an, si vous voulez bien. Alors, votre principale divergence avec Macky Sall, c'était le 3e mandat. Quand il a décidé de ne plus le faire, vous êtes dit, j'aurais pu rester. Vous regrettez ou pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'avais la latitude de rester. J'avais la latitude de faire comme tous ceux qui sont là-bas. Hein. J'ai été d'ailleurs la seule, et comme par hasard, une femme, à oser dire qu'il ne devait pas faire un 3e mandat. Parce que c'était fondamentalement ma profonde conviction. Et voilà, c'est sur la pression, le combat, notamment de la jeunesse, qu'il a dû reculer. Donc, au contraire, je considère que j'ai participé aussi à faire avancer notre démocratie, parce que plus jamais on ne parlera de 3e mandat dans ce pays. Pas de regret non plus sur le compagnonnage que nous avons eu, au contraire. J'ai eu l'honneur de servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Nos voix se sont séparées à un moment précis et voilà, sur une question sur laquelle finalement j'ai eu raison. Des retrouvailles sont-elles possibles entre vous et la famille politique de Macky Sall? Pourquoi faire? Elle ira dans l'opposition, cette famille, elle sera battue et elle sera dans l'opposition, et à ce moment-là, je proposerai une loi contre la transhumance, on la réservera au cheptel et la démocratie continuera à fonctionner, parce qu'il faut une majorité et une opposition. Voilà où nous en sommes, et je souhaite par-dessus tout que l'élection à venir soit une élection inclusive, encore une fois, que la justice remette les choses à l'endroit, que Ousmane Sonko y participe, que moi j'y participe, que d'autres y participent, que nous venions devant les Sénégalais expliquer nos programmes respectifs, et que les Sénégalais décident souverainement de qui sera leur prochain président de la République, ou leur prochaine présidente de la République. Oui, élection inclusive, oui, mais pas toutes les 260 personnes qui ont retiré des formulaires de parrainage. Mais ça a été voulu par l'administration. Il y avait une volonté de discréditer le processus. Il aurait suffi de dire, on commence par déposer la caution, ensuite on prend les fiches de parrainage. Mais ça, c'est la loi qui doit le dire. Oui, mais la loi, il fallait mettre la loi comme il faut. Et tout aurait été en ordre. Mais en tout cas, mon grand souhait, c'est que le Sénégal renoue avec sa belle tradition d'élections transparentes, inclusives et dans la paix.
Merci Aminata Touré. Merci à Abdou qui a été la régie, à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, les programmes continuent, restez sur RFM et bonne fin de week-end à tous. Mi te kan hamrayitin